Connaissance, recherche, sciences, et sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, environnement, nature. Nous allons revenir un peu plus tard sur ces questions qui touchent plus précisément les pays dits occidentaux, si vous voulez bien. Mais avant, je voudrais que Gérard Fussman nous informe plus abondamment sur l'Inde, qu'il connaît évidemment admirablement, mais également un autre secteur dont nous n'avons pas parlé, c'est le traitement des sciences humaines dans les pays émergents, puisque nous avons parlé de ce qui était tracté par l'industrie. Bien, je te décevrai, je ne parlerai pas trop des sciences humaines. Je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un esprit national sur un pays d'1 milliard d'habitants, et c'est toujours difficile à juger. Mais ce qu'on peut dire sur l'Inde et son développement scientifique actuel, c'est qu'il n'était pas donné d'avance. En 1947, l'Inde avait pour héros Gandhi, dont l'idéal était de vivre à moitié nu en filant lui-même le fil qui permettrait de tisser lui-même le quelques mètres de cotonnade dont il se couvrait les fesses et qui prônait une abstinence à la fois de biens matériels et également sexuels. C'était ça, là. Et Gandhi est toujours le héros. Et ça remonte à une très vieille tradition, qui est une tradition indienne où le progrès n'était pas vu comme une nécessité, et même il y avait une vision du monde qui courait vers la catastrophe. Et à côté, il y avait l'alter ego rival et contradicteur qui était Nehru, qui lui voulait faire de l'Inde un grand pays et qui avait pour but en anticolonialiste de faire deux choses d'abord: assurer l'autosuffisance alimentaire. Depuis Nehru, il y a eu une catastrophe alimentaire en 1957, mais les catastrophes alimentaires qui étaient récurrentes en Inde ont disparu, elles reviendront peut-être maintenant, et puis se constituer, à l'image de l'Union soviétique, une industrie lourde en utilisant des modèles déjà connus, ceux de l'Union soviétique pour l'État et ceux de l'Allemagne pour les entrepreneurs privés très puissants. Et ce sont les entrepreneurs privés, et en particulier Tata et Birla, qui ont créé les grands instituts de recherche indiens et qui l'ont fait parce que c'était des entrepreneurs privés et qu'ils connaissaient la nécessité d'une recherche pour construire une industrie indienne. Quand l'Inde s'est suffisamment développée pour se lancer dans une autre dimension de la construction intellectuelle, ce qui a compté, c'est l'espace. L'Inde a eu de grands succès dans l'espace. Il est très curieux, enfin très intéressant, du point de vue de la psyché nationale, de lire les comptes rendus des journaux indiens. Même moi, je ne suis pas un spécialiste de l'espace. Chaque fois qu'il y a un tir de fusée indienne, il y a un titre en première page. Il n'est jamais question de ce que ce tir de fusée pourrait amener à la connaissance, et encore moins à la connaissance mondiale. Ce qui compte, c'est le statut de l'Inde. Et l'espace est considéré avant tout sur le plan utilitaire à cause de la géomatique, mais également sur le plan militaire. Ce qui s'est passé, c'est que l'Inde a toujours eu une école de mathématiciens tout à fait remarquable en Inde du Sud, au Tamil Nadu et un peu moins au Kerala. Ces Indiens ont émigré aux États-Unis et ont fourni la main-d'œuvre des universités américaines, en particulier pour les grands programmes informatiques, et sont devenus rapidement professeurs dans les universités américaines avec un traitement
Je ne dirais pas la même chose, pas tout à fait égal à ceux de leurs collègues américains ou européens. Il y a des études qui montrent que les Américains paient moins les Asiatiques ou payaient moins les Asiatiques que les Européens. Mais ils sont devenus professeurs et ils ont ramené de l'argent en Inde. Et les familles indiennes se sont aperçues que l'éducation, ça payait. Et il y a eu tout un courant venant des familles indiennes de la classe moyenne, beaucoup plus que de l'État, pour donner une éducation à leurs enfants. Ça a commencé par les écoles secondaires English Medium School, presque toutes privées, et d'autant plus chères qu'elles étaient meilleures. Et ça continue par une multiplication des collèges et des grandes institutions, et qui est un enseignement dans les universités d'État qui sont de qualité, qui est un enseignement pas très cher, mais dans la plupart des établissements privés, c'est un enseignement extrêmement cher. Et c'est un investissement qui, je vous l'ai dit ce matin, il y a quelques années, était pour envoyer un membre de la famille aux États-Unis afin qu'il devienne riche et puisse aider sa famille à rester sur place. Toute la famille se saignait aux 4 veines, en tout cas dans les classes moyennes. Et maintenant, c'est également un investissement pour que les gens ainsi formés aient un très bon emploi dans ce qu'on appelle les BPO, qui sont les entreprises expatriées à Bangalore, en particulier dans l'informatique. Il n'est jamais question dans les journaux indiens de la science pour le développement de la connaissance. Ça se mesure toujours en milliers de roupies. Et il y a un thermomètre de ceci qui est très, très facile à faire pour les sociologues. Vous savez qu'en Inde, la plupart des mariages sont arrangés. Ce sont les parents qui choisissent qui choisissent le partenaire de la fille ou du fils. Et il y a une autre caractéristique des mariages indiens, c'est que la famille de la fille donne beaucoup d'argent à la famille du mari, des sommes énormes parfois. Et une troisième caractéristique, c'est que dans un pays comme l'Inde, désormais, si l'on veut trouver de bons partis, il faut prospecter toute l'Inde. Ça se fait par petites annonces. Les petites annonces sont dans la 2e page du Times of India tous les dimanches. Jusqu'il y a 2 ans, les partis les plus recherchés, c'est-à-dire ceux où on annonçait un prix pour le mari très élevé, c'était les élèves sortis des instituts de management ou les informaticiens partis aux États-Unis et on annonçait le salaire, etc. Et puis il y a eu la crise et la valeur maritale de ces managers a brutalement chuté et ils ont été remplacés par les élèves sortis de l'équivalent indien de l'ENA qui, eux, au moins, avaient un poste stable. Ça vous donne l'idée de la façon dont la science est considérée en Inde. Merci beaucoup. Je vous propose d'évoluer dans notre discussion et de prendre maintenant la question par un autre bout, si je peux dire. Il me semble qu'on peut peut-être prendre la question du dispositif académique par l'aspect de la taille. Il a été évoqué par plusieurs d'entre vous. Il recouvre effectivement beaucoup de sujets qui ont été évoqués et j'en donne quelques-uns. Mais avant de faire ça, je pense qu'après avoir discuté pendant peut-être une demi-heure, enfin on verra, cette question de la taille, je trouve qu'il serait bien de conclure notre discussion sur la question de l'innovation et notamment de la question de l'innovation en fonction de la complexité. Je pense que c'est un point très très important, puisqu'au fond, il règle également, dans une certaine mesure, le curseur entre la connaissance et les applications de la science, les objectifs industriels, les objectifs de connaissance. Donc, je vous propose de conclure par là. Donc, si vous voulez bien, comme sujet de discussion pour la demi-heure qui vient,
Prenons la question de la taille. La question de la taille, c'est plein de choses. Hein. C'est d'abord la dimension absolue la taille, oui, numérique des dispositifs, qu'ils soient d'ailleurs académiques ou strictement de recherche, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a dans certains de nos pays, en tout cas, des instituts Max Planck, un CNRS, qui ne sont pas forcément connectés aux universités en tant que telles. Ça permet aussi d'aborder la question des clusters par rapport au campus. Alors un campus, c'est théoriquement un lieu relativement homogène et délimité dans lequel il y a un dispositif académique avec de la recherche. Et comme en Europe, en France en tout cas, on est sérieusement limité sur le plan de l'aménagement du territoire, on remplace ça par des clusters avec des agrégats d'institutions situés à plus ou moins grande distance, mais qui n'ont certainement pas les capacités de communication et d'hébergement d'ailleurs qu'ont les campus habituels. Ça recouvre également la question des réseaux virtuels qui finalement sont censés aussi agréger les individus et leurs connaissances. Et donc, quelque part, la question de la taille, ça touche également à l'aménagement du territoire, en réalité, ou des territoires. Et puis, la question de la taille, c'est aussi pourquoi la taille et pour quel projet. Donc, je pense que le sujet est suffisamment large pour que nous puissions, avec ce thème, aborder beaucoup de problèmes importants. Et cette fois, je vais partir de la gauche, si vous me permettez. Donc, M. Sabouret. De l'Est. Bien. Pour ce qui est de parler de la taille des universités japonaises, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a 773. Donc, l'éducation, l'enseignement supérieur, c'est-à-dire Bac plus 2 et Bac plus 4, pour traduire chez nous, les Tendai et les Daigaku, les Daigaku, donc 773, c'est une industrie, hein, donc c'est l'industrie de l'enseignement. Toutes les universités japonaises sont sur concours, donc il y a un numerus clausus théoriquement. Le problème est qu'il y a une inflation quand même des universités des 20 dernières années et que, avec la baisse de la natalité dramatique, certaines universités sont obligées de bas de tableau, si j'ose dire, parce qu'il y a un classement sévère. En haut, il y a l'Himalaya de l'éducation, qui est l'université de Tokyo, puis il y a tout en bas des petites universités de villes en province. Et donc, ces universités, les professeurs qui sont là, sont obligés de mutualiser des cours, on mutualise aussi des formations. Donc là aussi, ces universités sont obligées de s'entendre quelque part. Quelle est la taille des universités? Il y a des toutes petites universités qui peuvent faire 1500, 2000 personnes. L'université de Tokyo, je parle sous le contrôle de Hidetaka qui est là-bas, c'est un peu plus de 20 000 personnes, je crois. Il y a les grandes universités comme Nichidai, c'est plus de 100 000 personnes. On appelle ça Mammouth Daigaku, les universités mammouths. Donc, il y a toutes sortes d'universités. Bien évidemment, le but du jeu, puisqu'elles sont toutes payantes, c'est d'avoir le plus d'étudiants clients. Alors le problème, c'est à la fois, il y a un concours d'entrée, mais en même temps, il ne faut pas être trop sévère parfois, parce qu'il faut boucler les comptes à la fin de l'année. Donc il y a ce casse-tête de la part des universités, et même des grandes universités japonaises envoient le personnel administratif ou des anciens diplômés aller en province faire, battre l'estrade des écoles, des lycées pour dire « venez chez nous ». Donc c'est quelque chose d'un phénomène d'assez récent et c'est assez prenant. Maintenant, la hiérarchie des universités japonaises, c'est un peu le même phénomène qu'en France, c'est-à-dire que il y a le terme générique de Daigaku recouvre une réalité multiple. Ce qui intéresse le gouvernement japonais et les grandes entreprises, on va dire sur 773, les postes les plus importants pris dans les entreprises et dans l'administration, ça va être les 15 ou 20 premières. D'ailleurs, le gouvernement ne s'y était pas trompé, qui a décidé, on va dire brutalement, d'arrêter le saupoudrage sur les universités et de mettre pas mal d'argent sur les universités de recherche. Alors, ils avaient identifié 30 universités sur 773 sur lesquelles ils voulaient mettre de l'argent pour qu'on puisse accélérer le pas de la recherche. Malheureusement, les nouvelles économiques sont telles qu'on a réduit la voilure de 30 universités
à 13 universités. Donc le Global 30 est devenu le Global 13, en espérant que ça ne va pas diminuer encore d'ici là. Donc il y a une hiérarchie sévère, et donc on sait très bien qu'il y a un concours très difficile pour entrer à l'université de Tokyo, avec très sévère. Puis on sait qu'il y a des universités où le concours il est tout à fait artificiel, puisqu'il y a moins de candidats qu'il n'y a de places. Donc je veux bien qu'on appelle ça un concours, mais voilà. Donc là encore, c'est très hétéroclite, et c'est là où les étrangers peuvent jouer un rôle important pour apporter de l'argent frais à ces universités. Mais ce qui intéresse les Chinois, les Coréens ou les Taïwanais, puisque c'est les premières cohortes de ceux qui viennent étudier, les étrangers qui viennent étudier au Japon, ce qu'ils veulent, c'est les meilleures universités. Donc c'est l'université de Tokyo, par exemple. Et donc là aussi, on a le même phénomène que vous décriviez tout à l'heure, c'est que l'université de Tokyo doit faire un effort pour accueillir les meilleures universités, les meilleurs étudiants chinois sur concours, mais il faut les accueillir avec des appartements ou des chambres tout à fait correctes, les aider même financièrement, etc., pour les meilleurs des meilleurs. Donc tout cela, cette politique à mettre en place coûte de l'argent, et inversement, le gouvernement dit on va vous diminuer les budgets. Donc là, c'est un véritable... On est dans le casse-tête japonais, pas chinois, mais qui équivaut au casse-tête chinois. C'est une question très importante, parce qu'en fait, il n'y a pas de taille optimale. Il y a plusieurs tailles possibles. Et en fait, ça dépend de la mission de l'université, et ça dépend de ses ressources. Mais en fait, il ne faut pas mélanger, parce que les missions universitaires, c'est l'éducation, la recherche et le service. Service à la société, service... Et ce qui est très important, ce n'est pas tellement la taille de l'université, c'est la taille des départements et de leur mission. Et c'est là où il faut être très prudent, parce que quand on crée des départements mammouths, on perd en fait la qualité du facteur. En fait, toutes les universités sont des institutions hétérogènes, adaptives. On a un problème quand la taille n'est plus adaptée ou adaptive. Par exemple, quand on voit des universités à 100 000, 150 000 étudiants, ce sont des universités qui sont devenues des machines à donner des diplômes, mais pas des compétences. Vous voyez ? Et ça existe. J'ai visité l'Argentine, j'ai visité plusieurs pays où l'université devient un moyen, c'est un peu un babysitting extendé, quoi. On ajoute 3-4 ans de gardiennage, mais on ne forme pas vraiment d'élite, ni au niveau éducation, ni au niveau industriel, ni au niveau recherche. Par exemple, quand on dit taille, moi je vous dis un exemple, la taille, c'est quoi Harvard ? On parle de Harvard comme étant l'université la plus... en tout et pour tout, c'est 25 000 étudiants, Stanford, 30 000. Stanford, c'est 25 000 étudiants. Hopkins, c'est 10 à 12 000. MIT, c'est 9 000. J'avais été étonné d'ailleurs. Quand on voit Caltech, c'est 2 000. En fait, il y a une péréquation entre les ressources de l'université et sa taille. Et c'est cet équilibre-là. D'abord, la diversité des disciplines, ne pas avoir de discipline tellement dominante que ça change complètement la richesse de la mission de l'institution, ou alors forcer artificiellement une taille que le gouvernement peut se permettre, donc le truc des instituts, des écoles spéciales, enfin des grandes écoles, ça c'est une autre stratégie. Donc en fait, la taille c'est une question c'est un résultat plutôt qu'une cause. Et c'est quand il y a un déséquilibre entre la taille, la mission et les ressources qu'on a un problème. On peut très bien avoir une université avec 100 000 étudiants dans la mesure où on a 1000 disciplines et pas de département énorme qui déséquilibre en fait les missions de l'université. Donc en fait, c'est la seule chose que je peux te dire, c'est que quand, par exemple, on voit aux États-Unis, la plus grande université en chiffres, c'est Ohio State, 60 000 étudiants, et l'université de Wisconsin. Si je demande à mes collègues, je voudrais bien vous poser une question, on va faire un test. Hein, on va faire un petit test là. Si vous me disiez quelles sont les universités américaines qui fournissent le plus grand nombre de doctorats qui sont dans le monde, au Japon, en Chine, c'est-à-dire quels sont les doctorats de quelle université qui sont les plus prévalents dans le reste du monde? John Hopkins. Non. Je te donnerai, on boira un verre ensemble, mais tu as perdu.
C'était gentil quand même. C'est quoi, d'après vous, c'est quoi l'université qui donne le plus de diplômes et qui a le plus de ce qu'on appelle les alumni, c'est-à-dire des anciens de l'université qui sont connectés à travers le monde? Non, pas Phoenix. Ah oui, ça c'est une truc. Hein? Pas Yale, non. Wisconsin, l'université de Wisconsin. Ouais. Pourquoi? Parce que justement, c'est une université qui a une histoire où l'État pratiquement encourage le développement de l'éducation globale, et donc elle forme plus de leaders dans le reste du monde que Harvard, Stanford ou toutes les universités. Vous voyez? Donc la taille et la mission sont la clé. OK. Thank you. Yes, Dr. Okay, I'll try. I think there's two questions. Does size matter and should size matter? And I think size matters in the sense of does, partly because the funding institutions think size matters. And therefore in Germany you find that basically the winners of these competitions are the large universities, not 100,000 in babysitting, but maybe 50,000, 40,000, like Munich, and 800 professors. And if you look at all of them, the top 9, they are all large, except for Freiburg and Göttingen. Constance is large because it is a small university that doesn't have certain faculties. If you added those in your mind, you would have the same size as Munich. And Munich is large, and the TUs are all large because they have very few disciplines, but they have lots of people in it, so for their disciplines they're huge. So I would say, does size matter? Should size matter? I would say no, except in certain cases where you need huge machinery or huge laboratories to do things, and then these imply a certain size to make use of them efficiently. But otherwise, I would say no. The next question, campus or cluster? I'm not sure whether that's the right question. In Germany, it's the same, because since the university has to be good, you give a cluster only to a campus or you don't give it to a campus. So if 5 campuses combine and say we have a wonderful cluster, it would be said, no, this is illegal, you can't apply. 1 campus has to be good, not 5 together. So maybe maybe it should be varied, the question. Does one finance campuses or networks? Or maybe one should even vary it even more. Does one finance theme-oriented or sort of systems-oriented? And I think the more you finance theme-oriented, the easier it is to evaluate, and the more you finance systems-oriented, the more problems you have on hand. So maybe one needs to vary the question a bit. The last thing is, I would like to make you aware, I think you will note this, all the applications for the First and Excellence Initiative in Germany were in English, all of them, 200 volumes of them. And sort of the first photo on this book are the piles of applications that came in the year 2005. But there is another, it's sort of a different theme, but another question is what sort of English this is, and what the consequences are if everybody spoke English. One issue is hegemony, and the other issue is what does it do to the hegemon? Does he lose his language? Because it's like Latin, it falls apart after a while if everybody uses it. And we don't have this topic yet, but maybe we will. Thank you. Monsieur Vels. Deux, trois remarques. La première, c'est que je crois que un peu partout, on a constaté un allongement de la durée des études. Donc, du coup, ça a créé des masses d'effectifs dans ce qu'on appelait les universités. Au fond, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que derrière ce nom qui est resté le même, ou l'apparence de la continuité, il n'y a pas des différenciations très profondes qui sont en train de se créer. C'est-à-dire que ça interroge d'ailleurs peut-être la continuité dont vous parliez, parce que est-ce qu'elle est réelle dans un certain nombre de cas, hein? On continue à appeler ça des universités, mais est-ce qu'on parle de la même chose? Et moi, je pense qu'il y a, au moins en première approximation, certainement une divergence croissante
entre, je dirais, une industrie qui est en train de se créer, de formation professionnelle de masse aux disciplines professionnelles dont le monde actuel a besoin, l'informatique, l'anglais, les disciplines de base de l'ingénieur, etc. Et ce qu'on appelait l'université, qui est en fait l'université de recherche. Le premier secteur, il a toutes les caractéristiques d'une grande industrie concurrentielle marchande. Il y a une demande solvable, gigantesque. Je me souviens un jour dans un séminaire, il y avait des gens de la grande distribution française, Carrefour, etc., qui conquièrent les marchés à l'extérieur. Et on se disait, au fond, c'est exactement la même clientèle. C'est les classes moyennes en voie d'enrichissement et d'expansion massive dans les pays en émergence qui sont prêts à mettre énormément d'argent dans la formation de leurs enfants. Donc il y a une demande solvable considérable, et il y a maintenant, grâce à l'Internet en particulier, des possibilités d'économie d'échelle, de rationalisation des processus, etc., qui font qu'on a toutes les caractéristiques d'une des grandes industries du futur, au même titre que la santé est une grande industrie. Je crois que c'est de plus en plus différencié, ça, de ce qu'on appelle l'université de recherche, qui doit garder, moi je suis d'accord là-dessus avec M. Zarouni, évidemment, la vocation centrale de créer des connaissances. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que je pense que, enfin, en France, on a vécu quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire avec cette histoire de classement de Shanghai. Ça a infiniment plus fait bouger le système français que toutes les belles déclarations sur Lisbonne, par exemple. Les 3% du PIB consacré à la recherche, l'économie d'innovation la plus compétitive au monde, ça a été quand même des paroles en l'air. Ça n'a pas fait vraiment bouger les choses, alors que le classement de Shanghai nous a mis en mouvement à un point extraordinaire. Donc par rapport à ça, j'aurais une appréciation ambivalente. Je dis d'abord, bravo, très bien. Heureusement que le classement de Shanghai nous a réveillés. Qu'il soit mauvais, discutable, critiquable, à la limite, peu importe. Il nous a fait bouger. Et en particulier, dans le monde que je connais le mieux, les grandes écoles. Ça a été quand même, pour l'orgueil et l'arrogance française incarnés dans les grandes écoles, c'est quand même insupportable. Donc ça a été un moteur d'action formidable. Après, les choses peuvent un peu déraper quand on se met à piloter la politique de regroupement essentiellement par l'objectif du classement. Parce que là, on peut faire de l'emballage, du packaging, fondamentalement, sans toucher vraiment au fond. Bon, c'est vrai qu'on est quand même très pénalisé en France du fait que la multiplicité des signatures sous l'étiquette INSERM, CNRS, donc bon. Alors du coup, on remet ça dans un ensemble qui va être plus cohérent, et on se dit en effet, mécaniquement, en grossissant, en remettant tout sous le même chapeau, eh ben, on va gagner des points au classement de Shanghai. C'est d'ailleurs pas si évident que ça, mais là, je serais plus dubitatif. Alors, je pense que sur le fond, la taille est très importante, mais ça dépend des secteurs, et il n'y a pas de règle générale. En sciences, regardez. Caltech, par exemple, Caltech, c'est pas très grand. D'ailleurs, c'est un des arguments de l'école polytechnique de dire Caltech, c'est pas plus grand que l'école polytechnique. On compte pas le même nombre de prix Nobel, mais enfin, on oublie ça. C'est pas plus grand en taille. Bon. En revanche, il est clair que la plupart des écoles d'ingénieurs françaises aujourd'hui sont totalement sous critique à l'échelle internationale, et ça n'a plus de sens d'avoir aujourd'hui des écoles qui sont spécialisées par domaine. Donc le groupement, là, la taille est impérative. Sur les universités, je ne sais pas. Je pense qu'on peut se poser la question. En tout cas, je crois que la course à la taille n'est pas en soi forcément la solution des problèmes. Et puis, dernier point sur le cluster. Bon, il se trouve que je suis, moi, en ce moment, très impliqué dans ce projet de Saclay, dont certains trouvent qu'il est pharaonique. Je rappelle au passage que les crédits publics engagés sont de l'ordre de 2 milliards et demi d'euros, ce qui est considérable pour la France, c'est sans précédent, mais ça n'est jamais qu'un demi-kerviel. Moi, j'ai une unité de mesure qui est le kerviel. Le kerviel, c'est 5 milliards d'euros. Donc, c'est un demi-kerviel. J'ai noté ce matin, d'ailleurs, que le LHC, c'est aussi un demi-kerviel, quelque chose comme ça, mais le tunnel était déjà fait. Donc, il faut savoir aussi où sont les priorités. Mais je termine en disant que
c'est une vraie difficulté de parler à la fois de campus et de cluster. Nous, notre ambition est véritablement de faire un cluster, c'est-à-dire de donner à la dimension de développement économique une place importante, mais beaucoup de forces nous ramènent vers strictement la dimension campus, ce qui est déjà, je pense, un progrès considérable si on arrive à le mettre en place. Merci. Professor Pallis. Well, I don't know exactly what I'm talking about, but as usual, but I think we should innovate the way we look at our centers. For instance, as I tried to say before, I strongly believe in networks. Competition is a good thing, but I don't think we are doing that well these days in terms of extreme competition. So we should innovate the way we look at things. For instance, Europe, I get surprised that the countries, if you allow me to say so, are still very identified as countries. You refer to Germany and France, and why not thinking in a new way of making really joint efforts to have small examples, including my country, about networks has worked wonders. For instance, we have the Amazon. The competence in science there is still weak, but it's much better than 10 years ago when we started an effort to have the best institutions, to be connected to the weaker ones. And another point I want to introduce, I didn't hear here, maybe I missed it, but the innovation from now on should focus on the survival of the Earth. I mean, we should always have the green aspect involved. I didn't hear about that. I want to introduce that as a fundamental element for the future. Thank you. Gérard. Oui, je crois que cette discussion est en fait un peu une discussion sur les mots. Le mot université est un mot qui date du XVe siècle et qui désignait l'ensemble des professeurs et étudiants qui étaient dans une même ville ou même dans un même pays. C'est le sens de l'université de Paris. Le fait même qu'à Paris, maintenant, il y ait plus de 13 universités, c'est un contresens sur le mot université. L'université du Moyen-Âge avait 4 facultés. Jusqu'en 68, les universités françaises avaient encore 4 facultés. Beaucoup d'universités françaises, maintenant, sont soit totalement sciences humaines, soit totalement sciences exactes, parfois même totalement sciences juridiques. C'est-à-dire que le mot université n'a plus aucun sens. Et discuter de l'université, je ne sais pas très bien à quoi ça mène. Il y a des organismes d'enseignement, des organismes de recherche. Le problème est de savoir s'il faut les lier. Et pour certains organismes de recherche, il est évident qu'il faut une concentration. C'est le cas du CERN. Pour d'autres, c'est peut-être moins évident. On arrive à faire de la bonne recherche au Collège de France avec de petits labos. L'une des questions qui se pose et qui joue sur la taille et qui n'est pas abordée est de savoir si un organisme d'enseignement et de recherche pluridisciplinaire, comme sont en France l'École normale supérieure ou le Collège de France, est encore possible et si ça vaut la peine. Moi, je puis dire qu'ayant appartenu à ces deux institutions et ayant aussi appartenu à une université monodisciplinaire, dans ma recherche, j'ai beaucoup
appris de mes collègues scientifiques. La preuve, c'est le collègue que je suis, je pense, capable de diriger ce colloque. Et je crois que c'est une question fondamentale. Jusqu'où va aller la spécialisation? Et a-t-on besoin de collègues qui travaillent dans des disciplines très différentes? Ça, j'en suis persuadé. Et quelle est la taille qui permet de travailler avec des collègues de disciplines différentes? Et Harvard a ce privilège avec les anciennes universités françaises, de même que beaucoup d'universités américaines, d'être multidisciplinaires, alors que nos regroupements se font de plus en plus autour de disciplines. Merci. Moi, il me semble, Gérard, que ta remarque sur l'université est quand même un peu liée à la situation française, parce que Elias a souligné la confusion qu'il y avait, on pourrait y revenir, c'est très important, entre politique scientifique et politique industrielle. Mais en France, il y a également une certaine confusion entre politique scientifique et politique d'éducation. Ce n'est pas spécifique à la France, puisqu'il existe ici et là des grandes usines à former, comme il a été mentionné. Et bien entendu, en France, cette question de la taille, maintenant appliquée aux universités, où la place de la recherche et de l'éducation n'est pas extraordinairement bien définie, puisque nous avons nos grands organismes de recherche, masque évidemment ce que nous savons tous, c'est-à-dire la question de la sélection. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu spécial à notre pays dans ce dispositif. Est-ce que vous avez encore des commentaires à faire sur ce point, sur, par exemple, la capacité d'évaluer et de gérer ces systèmes en fonction de la taille, qui était l'une des remarques qui avait été faites par notre collègue Liebfried, d'ailleurs? Je ferai juste un commentaire. Ça c'est relié au commentaire du cluster. Je ne sais pas si c'était un de nos collègues qui a dit on est en train de dessiner des clusters de design, build clusters. En fait, moi je crois que là, il y a une erreur, parce qu'on parlait de la méthode allemande où on fait des compétitions, c'est toujours les plus grands parce qu'on parle du cluster. Il y a les pôles, je crois que les pôles de recherche et Presse, je sais pas comment, ici en France. Moi, je pense qu'il est très important de considérer l'université ou l'organisme de recherche comme le cristaux, pas le cristaux, comment on dit le grain de sable qui fait qu'il y a une perle autour. C'est comment ça s'appelle en français? Pardon? Le germe, voilà. C'est le kernel, c'est-à-dire le noyau d'une cristallisation qui doit se faire autour de ce noyau et qui fait le cluster. Le cluster autour d'Harvard n'a pas été engineered par le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement fédéral qui a dit « bon, on va faire un cluster Harvard, il faudra un peu de ceci, un peu de ceci, un peu de cela ». Non, Stanford, c'est la même chose, que ce soit en Caroline du Nord. On met les capacités, on met le noyau central de cristallisation qui est toujours l'élément humain, c'est-à-dire la capacité humaine d'exciter, d'engager la jeunesse, parce que vous avez raison, il y a un problème démographique, mais le reste, il ne faut pas le diriger. Or, il y a une erreur dans les politiques, justement, encore une erreur à mon avis, je dis erreur, bon, c'est mon avis, une erreur de gestion où les gouvernements se mêlent de trop diriger et dicter la formation d'un cluster. Pourquoi? Parce que c'est du mimétisme. C'est-à-dire, on a des... moi, je l'ai vu, il y a des gens qui sont venus me voir, me disent, écoutez, comment on fait pour faire un Harvard? Comment on fait pour faire un cluster comme à Stanford? Alors, ils regardent le cluster, ils observent le cluster, ils disent, tiens, il faut des ventures capitales, il faut des compagnies fondées. Bon, alors, comment on va recréer ça? Donc, il y a du mimétisme, stratégique, qui n'est pas, à mon avis, la bonne stratégie. Il faut s'adapter à il faut faire ses propres règles, il faut avoir sa propre dynamique. La qualité humaine n'est pas quand même quelque chose qu'on peut créer comme des seringues. Donc, je voudrais amener juste ce point-là, que dirigisme dans la formation des clusters, c'est excessif. Par contre, donner les ressources pour créer le noyau du cluster, ça, c'est important.
Je pense que le point est très important, mais tu parles, Elias, à partir d'une situation où les universités aux États-Unis ont une existence ancienne, une autonomie reconnue, et nous sommes, juste pour rester français un moment, et je passerai la parole à M. Vell s'il accepte, dans une situation où même la question de l'autonomie versus indépendance des universités n'est toujours pas totalement claire. Est-ce que c'est un point que vous commenteriez ? Je veux bien commenter par rapport notamment à cette expérience que nous essayons de mettre en place à Saclay. On a plusieurs problèmes à surmonter. Il y a un premier problème quand même qui est... Alors, ce n'est pas tellement le problème de la taille, c'est le problème de la fragmentation des institutions. Le projet a été déposé par un groupement, une fondation, il y a 23 signataires, 23 institutions signataires. On peut pas, ça ne peut être qu'une situation transitoire. On ne peut pas imaginer qu'un projet soit porté à égalité par 23 institutions. Donc il faudra bien simplifier ça. Ça m'amène d'ailleurs à souligner une caractéristique française qui me paraît très, très dommageable, c'est que nous sommes les rois des réseaux. Nous savons empiler les réseaux, tout le monde est en réseau avec tout le monde. Alors les neurobiologistes nous diront que c'est moderne, que c'est le cerveau, les synapses, etc. C'est surtout le bazar. C'est-à-dire, il y a un moment où on ne s'y retrouve plus. Les gens ont 25 signatures pour leurs articles et finalement, on a quand même une incapacité forte dans notre pays à aller un peu au bout des réformes. Donc on fait des réseaux qui se superposent aux réseaux. C'est d'ailleurs très exactement la même chose sur les collectivités territoriales en France. On a multiplié les structures. Comme on n'a pas le courage de dire les communes en France sont beaucoup trop petites, eh bien on fait des intercommunalités, et ensuite des intercommunalités d'intercommunalités, et on fait la même chose dans le monde de la science. Donc je pense qu'à un moment donné, il va bien falloir passer des réseaux aux acteurs. Quand je regarde les grandes universités mondiales, américaines en particulier, sont des structures extrêmement décentralisées. C'est-à-dire que les laboratoires ont beaucoup d'initiatives, beaucoup d'autonomie, personne ne leur dicte véritablement la politique scientifique, il y a des incitations internes, etc., il y a des règles, mais c'est très très décentralisé. Mais ce sont quand même des acteurs. C'est-à-dire que personne ne met en doute l'existence de Harvard, de Johns Hopkins, voilà, ça existe en tant qu'acteur, même si c'est un acteur très décentralisé. Nous avons un peu l'inverse. Nous avons une multitude d'acteurs, mais qui veulent être centralisés. Mais voilà. Donc ça, c'est un premier point je pense. Alors peut-être, je pense que la question là de tout simplement de la géographie, de ce qu'on essaie de faire à Saclay, c'est de faire des campus qui ressemblent à des campus, c'est-à-dire où les gens puissent se côtoyer quotidiennement, et on se dit que peut-être ça permettra. Il y a du boulot, parce qu'on part de bas. Le challenge est très, très élevé, mais on va essayer quand même de faire en sorte que le regroupement géographique, je ne crois pas du tout à ces histoires d'effets cafétéria où on inventerait par le hasard des rencontres dans les couloirs. Mais il faut des lieux où les gens puissent vivre ensemble et en particulier les étudiants puissent jouer un rôle. Ce qui me frappe beaucoup aussi en France, c'est que, et encore quand on compare, on n'a pas l'effet campus pour les étudiants parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un campus résidentiel. Donc le bouillonnement intellectuel qu'il y a dans les vrais campus, on ne l'a pas en France parce que Paris est devenu... Paris pourrait être une sorte de campus, tout Paris, mais c'est un peu trop grand et puis maintenant trop dispersé pour être vraiment approprié par les étudiants. Et dans les périphéries, on n'a pas l'aspect résidentiel des étudiants, donc il n'y a pas de vie étudiante et il n'y a pas de bouillonnement intellectuel, ni autre d'ailleurs, étudiant. Ça, c'est un premier niveau. Alors ensuite, comment passer de ça au cluster ? Moi, je pense que vous avez tout à fait raison. Je lisais une étude d'ailleurs américaine sur les clusters où la principale conclusion, c'était don't try to create a cluster. N'essayez surtout pas de créer un cluster, parce que ça met 50 ans et ça se fait tout seul. Alors, ceci étant, donc moi je suis opposé aux politiques verticales, genre dans la tradition de la politique industrielle française, qui est de dire il faut développer prioritairement tel secteur, tel secteur, tel secteur. Par contre, je pense que des politiques horizontales qui facilitent des infrastructures communes, par exemple, qui peuvent évidemment sont déjà des choix sur les domaines, mais on peut quand même essayer d'avoir des facilités qui sont utiles à diverses disciplines, des dispositifs de coordination, d'incitation, qui ensuite
permettent au cluster d'émerger. On peut l'aider à émerger. Voilà, c'est ça que je veux dire. On peut pas. Je pense que toute tentation dirigiste, et Dieu sait qu'elle est toujours forte en France parce qu'on nous demande toujours, dites-nous vos 5 priorités de recherche, d'innovation. Par définition, l'innovation, on ne sait pas quelles vont être où elle va être. Donc ça, il faut résister à ça. C'est pas facile parce que souvent les crédits sont attribués en fonction de ça. En revanche, je pense qu'on peut réfléchir à des conditions horizontales, des conditions d'infrastructure, des conditions notamment aussi sur les ressources humaines. Et encore une fois, moi, je trouve que les étudiants sont toujours un peu la partie pauvre de la réflexion. Quand on se retrouve autour d'une table, c'est des responsables chevronnés d'institutions qui ont un âge certain, alors qu'en fait, je pense qu'on n'a pas tendance à parler prioritairement des étudiants. Les étudiants, ils font masse un peu dans le paysage. Je crois que ça, c'est une erreur stratégique. Paul Romer, je termine là-dessus, qui est l'économiste prix Nobel bien connu, qui a lancé un peu la thématique de l'économie de la connaissance. J'ai lu un papier de Paul Romer récemment où il disait il faudrait plus, c'était très provocateur, il dit il faudrait reprendre les 2/3 ou les 3/4 des financements de recherche qu'on donne actuellement aux labos installés pour les donner non pas aux jeunes labos, mais aux étudiants. Il faudrait financer des projets de recherche des étudiants. C'est un peu, peut-être pousser le bouchon un peu loin, mais je ne suis pas sûr qu'il ait totalement tort. I can try. I'd like to make a plaidoyer for the University of the Middle Ages. Maybe because I came from Oxford yesterday and stood in the Bodleian Library in the court where you saw all the doors. It was actually 6 doors, so they must have it mixed up but with the 4 faculties. I think there's reasons for having this. I think the reason is there is only one freedom of inquiry. It doesn't matter which discipline. And I think it needs one wall around it, not several. So I think in that sense, I find it valuable. And also I think if you have this, I mean, the wish of students to study this and that is pretty fickle. So if you have one institution with much choice, you have to provide the choice. So then you give chances to move across the lines and to do something quite different than if you were in different institutions. Then you won't move, or it will be much harder to move. The third thing is, I think the subjects, the traditional subjects have blurred more and more between the disciplines. I think somebody mentioned the neurosciences. I mean, just take in Germany we had a lot of discussions about the free will. So you have the neuroscientists said there isn't any, and then the philosophers and the lawyers and God knows whom came. And so I think in the neurosciences you have sort of medicine, psychology, engineering, law, philosophy. Now you can think of at least 3 faculties in 3 different institutions which are separated from each other. But I think we would just complicate them talking to each other rather than making it simpler. It isn't simple yet, yes, in one institution already. And the next thing is, I think there is a translation problem. I think most of the sciences, including the humanities, have a problem of being understood by the public. And I think we will multiply the translation problem by separating them. And we will make it lesser if there is more hybrids, more people who jump, more people who learn to communicate between disciplines and to the outside. It isn't always the same, but it often is the same. And the last thing is, I think the more you fragment, the more you increase the chances to be politically, let's say, manipulable or manipulated. The smaller the institution and the more the walls, I mean, the more walls there are, but all small walls, the higher the likelihood that one institution can be played against the other, and that there will be no buffers. And this is no plaidoyer for a university of 100,000 people with 20,000 professors. Thank you. Monsieur Sabouret? Oui, moi, je voudrais en profiter d'avoir une table aussi riche pour aborder un problème de l'université. Bon, on a bien compris qu'il fallait regrouper
regrouper des universités, qu'il fallait, pour le gouvernement, éviter le saupoudrage, donc de déterminer un certain nombre, gouvernement japonais, mais en France c'est à peu près pareil, déterminer et identifier un certain nombre de lieux pour pouvoir mettre de l'argent pour la recherche. Mais néanmoins, est-ce que l'on pourra, et c'est une question que je pose aux uns et aux autres, ça m'intéresserait bien d'avoir votre réponse, parce que je pense quelque chose, mais à mi-voix, si j'ose dire, est-ce qu'on pourra éviter longtemps le système de l'université gratuite en France, l'université quasi gratuite? Les écoles de commerce, vous savez, sont payantes. Toutes en France, elles sont payantes, dans les deux sens du terme. Il y a un groupe des alumni dont on parlait tout à l'heure qui est quand même assez puissant pour HEC ou d'autres écoles comme le SCP. Au Japon, toutes les universités sont payantes. L'université de Tokyo, environ, c'est 4 000 ou 4 500 euros par an, et les universités privées, c'est le double, 8 000 euros pendant 4 ans. Donc, nous, en France, l'État fait un effort. J'essaie d'avoir le point de vue de l'État, si c'est permis, fait un effort non négligeable pour aider au développement des universités, pour construire des cités universitaires, mais en même temps, est-ce qu'on pourra éviter de faire ce qui se fait aux États-Unis, même s'il y a énormément de bourses, et ce qui se fait au Japon ou ailleurs, de faire que l'université française soit payante, ce qui serait quand même quelque chose, un changement très très important. Est-ce que vous êtes oui, ou est-ce qu'il est possible de faire autrement? J'étais longtemps contre l'université payante, mais je me dis, avec tous les problèmes que nous rencontrons, peut-être qu'il faut changer de position. On peut faire un rapide, s'il vous plaît, un rapide tour de table sur cette question, avant de faire un dernier tour de table sur les conditions à réunir pour l'innovation, enfin, si c'est possible, pour les systèmes innovants. Mais on peut faire un rapide tour de table. Elia, sur la gratuité. In English, we say, you get what you pay for. C'est la réponse. Right. So, I think j'ai mon disque qui s'est rayé. I think la question fondamentale, c'est pas tellement le payer, ne pas payer. La question fondamentale, c'est est-ce qu'on a la capacité de réaliser un but social à travers les ressources, soit qu'elles soient d'État, qu'elles soient distribuées de telle manière, ou alors qu'elles soient distribuées d'une autre manière. Par exemple, aux États-Unis, quand on parle des tuitions qui sont très élevées, très chères, pratiquement il y a un tiers des étudiants qui ne payent rien, un tiers des étudiants qui payent la moitié et un tiers qui payent le tout. Et c'est en fonction des moyens des parents, des sources de financement. Donc c'est un mécanisme de redistribution en fait. La tuition, comme on dit en tuition en français. Les frais de scolarité, c'est un mécanisme qu'on utilise pour une redistribution sociale, pour justement ne pas bloquer l'échelle sociale. Donc quand on voit par exemple aux États-Unis, on utilise ces scholarships comme méthode de reconnaître le mérite individuel, quels que soient les moyens de payer. Quand on fait un système distributif du point de vue gouvernemental, on n'a pas la capacité de faire ça, parce qu'on est obligé de donner la même chose à tout le monde. Donc il y a l'égalitarisme qui joue un rôle quand on distribue tout ça centralement. On dit non, c'est gratuit, mais c'est jamais gratuit. On est obligé de payer les trucs, les professeurs. Et donc faire un système où il y a une seule source de financement, qui sont les impôts généraux, sans différenciation, ça crée justement l'incapacité de sélectionner la motivation, la créativité, la compétitivité, si vous voulez, voyez. Et donc, aux États-Unis, il y a quand même ce processus où on essaie d'encourager par la sélection le financement des études à travers des frais de scolarité qui sont soit supportés par l'université elle-même à travers ses fonds propres, soit supportés par... et il y a une redistribution énorme. C'est-à-dire quand vous voyez, par exemple, je vous dis un truc, à Hopkins, on a des tuitions, des frais de scolarité de $28 000. Mais en temps réel, en termes réels, la bourse réelle, c'est $12 000. Pourquoi? Parce que là, une grande partie des étudiants ont accès à des bourses de mérite. Donc, moi, ce que je dirais, l'État devrait faire des bourses spéciales de mérite, de dire, écoutez, voilà un ticket, voilà un voucher,
de qualité, sur une base objective, et comme en Angleterre, par exemple. En Angleterre, parce qu'il n'y avait pas de tuition, c'était toujours les nobles et les riches qui se retrouvaient à Oxford. Il y avait 98% et pas de redistribution sociale. Donc il y a un côté de l'égalitarisme, ce n'est pas une justice. L'égalité des chances, selon ses mérites, c'est plus juste, à mon avis. Mais il faut donner les moyens. I don't know how this is in France, but in Germany it is the biggest fight about this between the two main parties, but everybody else joins the fight, sort of like this up there. The background is the university finance have been de facto frozen since 20 or 30 years, but the students have doubled or tripled. So the only exit from this is to raise fees. The Social Democrats say no, the CDU says yes, and the CSU says maybe. And that's where we are. So where we get is we have, in some places we have high fees, in some places we have medium fees, in some places we have no fees. Now these are very German caricatures in a federalism situation. So I think we are moving towards fees in Germany and towards higher fees, much higher fees than we presently have. I think presently the highest fees are something like 3,000 euro per half year. But this is only in one state or two. And it has been reversed in Hesse, for example, with the elections, because it was a big issue of the elections. The arguments for the fees are income justice, in the sense that these people will earn more later. But this argument will only work if your admission is needs blind, i.e. if you have stipends for those who can't afford the fees. Then this argument is pertinent. The next argument is finance justice, quote unquote, i.e. if you have an independent institutions, you need to unenable it, or I don't know what that is in English, to give it its own funding source and not to depend only on the state, and that would be the fees. And the argument against it is sort of medieval, in the sense that you freely travel between universities and join this small city on your own, and just look after your own bread and wine, and that's it. But this is, I think, in this part of the medieval thing we maybe could cut. Thank you. Monsieur Wels. En quelques mots, c'est un sujet extrêmement compliqué et sensible. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Zerouni. Je pense que, bien sûr, l'égalitarisme, ce n'est pas la justice. Quand on voit que, par exemple, les grandes écoles en France où le coût par étudiant est très très élevé, enfin comparativement en tout cas à ce qu'il est à l'université, sont souvent gratuites, sauf pour les écoles de commerce. Les grandes écoles d'ingénieurs sont presque toutes gratuites. Bon, quelque part, on pourrait dire que c'est presque de la redistribution à l'envers, puisque ça consiste, quand on voit en plus l'origine sociale des étudiants dans ces grandes écoles. Donc, ça, bon. En même temps, je pense que la seule façon de rendre cette question acceptable serait effectivement de redistribuer, c'est-à-dire de financer un système de bourse qui serait, à mon avis, très, très, très positif. Mais alors, du même coup, il ne faut pas compter là-dessus pour donc financer, assurer le financement de base de l'université. Je crois que ça, l'idée qu'en mettant les taux de scolarité, en mettant des frais d'inscription élevés, on pourrait financer les universités, c'est une illusion. La seule façon de le rendre acceptable, c'est de le redistribuer sous forme de système de bourse, qui serait, encore une fois, très bien. Mais du même coup, ça veut dire que le parc qui reste disponible pour le financement de base de l'université serait très faible. Même dans les institutions aujourd'hui qui sont payantes, en France en tout cas, la part des frais d'inscription est relativement mineure dans le financement. Donc ça ne règle en rien la question du financement des universités. Sauf pour ces grandes usines dont je parlais tout à l'heure qui sont en train de se mettre en place. Là, c'est du business pur et simple. Ouais.
Je veux juste amener une précision. La part des frais scolarité moyenne dans le budget des universités, c'est 30%. Oui. 30% dans les meilleurs des cas. Donc, il y a aussi d'autres fonds En nécessaires. tenant pas compte de la part redistribuée en plus. Pardon ? Sans tenir compte de la part redistribuée. Si on enlève Oui, sans tenir compte de la part redistribuée. Parce que la part redistribuée, elle se montre où ? Elle se montre dans... Parce qu'en général, les universités utilisent leur endowment, je ne sais pas comment on dit, leur fondation, pour financer les bourses. Hein. C'est comme ça que ça marche. Et ça va dans le budget. Ouais. Et en général, c'est la contribution externe, c'est 30. Mais le reste, ce sont les compétitions de grants de recherche. Et puis les partnerships avec l'industrie. En fait, le système financier, comment dire, the financial system drives behavior, c'est-à-dire qu'il force le comportement des universités. Alors, quand on paye, quand on a une bourse et qu'on la donne à l'université, on a en retour un droit de regard, un droit vrai de demander qualité, de demander. Ça, c'est l'effet numéro 1. Le deuxième effet important, c'est qu'il y a une compétition qui se crée. Parce que maintenant, les étudiants qui ont les bourses préfèrent aller du bon, si je dois dépenser des trucs, je vais aller à Hopkins. Je ne vais pas aller à Harvard. Voilà. Évidemment. Mr. Pallis? Well, in this respect, I am for the mixed process. But I have to say that in my country, the best universities are the government universities, by far. It doesn't mean that all the others are bad, but I still believe government should basically finance education all the way. That's my view. But I am for freedom in general. So if people want to have private institutions, that's okay too. But I don't think we have to follow the American example. That worked out well, but it doesn't mean other places can follow the same pattern. Thank you. L'heure avance et je vous propose une sorte de conclusion de chacun d'entre vous sur une question majeure, c'est la question de l'innovation en recherche. Nous avons un petit peu dérivé sur la question de l'enseignement dans les universités et des universités en tant que lieu d'enseignement. Concluons, si vous voulez bien, par un mot de chacun d'entre vous sur les conditions à réunir pour favoriser l'émergence de l'innovation. C'est incidemment, pour revenir, et M. Sabouret va en parler, une des questions qui se pose de façon assez brûlante en Asie. Par exemple, il y a quelques années, le problème majeur en Corée du Sud, c'était comment réaménager le système de façon à gagner en innovation. Et le langage officiel, c'était « nous sommes d'excellents copieurs, mais maintenant il faut changer de régime et il faut passer à un système innovant en chahutant toutes les structures si c'est nécessaire ». Donc je vous propose, en quelques phrases chacun, de conclure sur ce sujet. Et bien sûr, si vous avez un message essentiel, profitez-en pour l'articuler. Monsieur Sabouret. Merci. La vie dans les laboratoires, souvent au Japon, dans les sciences dites dures, est liée au contrat qu'ils ont avec des entreprises, ou en tout cas, ou à l'argent que distribue l'État pour travailler avec des entreprises. Donc l'innovation est liée aux liens qu'ils tissent entre les uns et les autres. Maintenant, certains professeurs tiennent beaucoup à leur indépendance, donc ils ont moins d'argent. Donc tout dépend de ce qu'ils veulent faire. Une tendance que l'on dit importée des États-Unis, qui est récente, veut qu'on laisse, et dans les entreprises et dans les laboratoires universitaires, les gens avoir une partie de leur temps libre pour pouvoir faire des recherches. Ça peut être 20%, 15%, je ne sais pas, ou parfois plus, mais simplement,
les gens, les chercheurs de base, individuels, peuvent faire ce qu'ils veulent pour essayer de faire naître la créativité et de ne pas suivre le plan qui a été déterminé par les budgets qu'ils ont reçus ou ce qu'il faut faire. Donc est-ce que c'est une tendance? C'est quelque chose, encore une fois, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Il faudra attendre quelques années pour savoir si c'est, j'allais dire payant, pour savoir si c'est efficace ou non en tout cas. C'est une question très importante parce que c'est un peu la balance entre ce que je disais, c'est-à-dire politique industrielle dirigiste sur des besoins immédiats, une science appliquée tend à justement favoriser ce qu'on appelle l'innovation d'application et non pas l'innovation de création de connaissances. C'est vraiment un spectre. Mais moi, à mon avis, la chose essentielle, c'est de se rendre compte que l'innovation a existé avant que les gouvernements existent. Elle a existé avant que les agences de gouvernement existent. Elle a existé dans le monde, dans l'histoire du monde, de manière naturelle. C'est une qualité intrinsèque de l'être humain. On a le premier être humain qui a découvert la roue et qui l'a utilisée, c'est un innovateur. Il n'a pas demandé de fonds du gouvernement pour le faire. Et il n'y avait pas de gouvernement à l'époque, Philippe. Il y avait une femme. C'était sa femme. Le feu, c'est la même chose. Donc, ce que je veux dire, Pasteur, il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de... Non, il y avait un gouvernement, il n'y avait pas de CNRS à l'époque, il n'y avait pas d'INSERM. Il a créé l'Institut Pasteur avec cette créativité, cette innovation. Donc, il y a une relation très, très profonde entre liberté et innovation. La liberté du scientifique. Donc, moi, je ne sais pas comment créer l'innovation. Ça, je pense que c'est une arrogance de dire... Ah, je sais comment la prochaine innovation, mais ça, je définis cette innovation comme innovation de breakthrough, c'est-à-dire vraiment l'innovation disruptive, une nouvelle découverte. Bon, l'innovation d'engineering, d'arranger la voiture pour qu'elle soit plus efficace de 1 km par gallon, ça, on peut faire ça. Mais vous savez, c'est deux choses différentes. Quand on parle de l'innovation fondamentale, où on fait vraiment des avancées intellectuelles, la liberté est très importante. Parce que les scientifiques à ce niveau-là sont des artistes. Ce sont des artistes qui appliquent une méthode qui est la méthode rigoureuse scientifique, mais cette méthode-là ne s'applique pas à eux. Donc, il y a une connexion, à mon avis, très fondamentale entre maximiser l'autonomie et la liberté des scientifiques. De donner 20% de temps libre, 30% de temps libre, c'est une manière de dire peut-être qu'on en a trop fait sur le dirigisme, allez, on va leur donner un peu de liberté. Hein. C'est un mixed thing. Et la deuxième chose que j'ai appris en tant que dirigeant d'une grande agence de recherche, c'est que on ne peut pas vraiment prévoir ou diriger l'innovation, mais il y a une chose qu'on peut faire très bien, c'est l'étouffer. On est très capable de ça. Et étouffer la recherche, c'est facile à faire. Étouffer l'innovation, c'est la chose la plus facile à faire. Et donc, moi, à mon avis, l'intelligence, c'est de dire comment maintenir, c'est-à-dire que l'infrastructure doit être au service de la liberté du scientifique et pas l'inverse. Et on doit maximiser cette autonomie, cette liberté pas de parole, mais liberté d'innovation, liberté de créativité. Et donc, gérer nos systèmes de telle manière à ce qu'on reconnaisse qu'on peut faire beaucoup plus de mal que de bien quand on parle d'innovation fondamentale. Et on est obligé, bien sûr, quand c'est ce problème complexe qui demande beaucoup de moyens, de fournir cette infrastructure, mais pas de dicter l'innovation. Merci. Dr. Liebrid? Well, this is hard, but well, I say it from a German perspective, and maybe then it gets a little easier. I think the first thing to have is for innovation to take place is a good school system, and a good school system. A, you should know your own language, and B, you should know two others. And then there are some other requirements, but I just insist on those. The next point that is important is get these students into responsible research positions very young, not with age 40, but with age 24, 25, or whatever. Next thing, increase the social space for innovation by investing at least as much as the US privately and publicly does into education, which practically means double
or triple the investments that France or Germany do in this area. If you look at the US investments in education, private and public, it means that. Or to pick up his point as a sort of a joke, we are investing 800 billion euros into saving the banks, which is 160 care fields, I think. If we invested that in the endowments of 3 universities, one in Heidelberg, one in Bologna, one in Paris, or maybe one in Budapest, we would have 200 billion each, and that is an endowment with which you can run a university for 20, 30, 40 years. That's what I'm talking about when I talk about expanding the social space for universities. And the last thing, fourth thing, I think we shouldn't worry too much about the hegemony of the Anglo-Saxon world. We shouldn't worry about it because other hegemons are working on the margin, China or whatnot. And I think it would do us better to just know them and then confront them in terms of their scientific work, than fear them in terms of language or hegemony. I think this is a bogus. Okay, that's it. Okay, thank you. David? Oui, trois remarques rapidement. D'abord, je ne lirai pas, comme l'a fait M. Zerrouni, forcément je ne ferai pas le lien entre innovation ou pas innovation, recherche appliquée et recherche de base. Je pense que la recherche appliquée peut être un lieu d'innovation très important. Les problèmes industriels sont des moteurs de créativité. Beaucoup de problèmes, même parfois de recherche de base, ont trouvé des solutions innovantes à partir de problèmes du monde réel et de problèmes industriels. Donc, je crois que là, j'ai été mal compris. Ce oui. que j'ai dit, c'est qu'il y a différents niveaux d'innovation. Oui. C'est tout. C'est-à-dire que cette innovation-là, oui, elle peut être gérée. Oui. Là où je suis d'accord, c'est sur le fait de dire qu'il ne faut pas vouloir a priori guider trop fortement la recherche appliquée elle-même. La recherche appliquée elle-même doit garder un degré de liberté important. Voilà. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est que je pense qu'en France, on a cette, au fond, cette obsession des classements, notre système scolaire, depuis le début, est une machine à fabriquer des très bons élèves, quoi. Le modèle français, quand même, y compris du chercheur, c'est le très bon élève. La mention très bien au bac, etc. etc. Ce n'est pas ça qui fait vraiment les innovateurs. Et je pense qu'il faudrait qu'on ait dans nos systèmes de sélection, qu'on soit un peu plus, comment dirais-je, pour reprendre un terme de Prochian ce matin, un peu moins puritain, quoi. Je pense qu'on aurait des systèmes un peu plus ouverts, où on accepterait plus de fantaisie. Ça nous aiderait beaucoup parce que on est excellent pour fabriquer de très bons problem solvers, mais pas forcément des gens très créatifs. Il y a quand même des gens très très créatifs aussi chez nous. Troisièmement, et ça, moi je suis globalement, enfin dans ce que j'observe, je suis assez inquiet parce que je pense que les forces aujourd'hui pour étouffer l'innovation sont quand même beaucoup plus puissantes que les forces pour promouvoir l'innovation. Je pense que ces forces sont même quand elles s'appellent politique d'innovation, qu'on met beaucoup de... L'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais je constate qu'un certain nombre de grands processus, alors on en a évoqué quelques-uns ce matin, la question des publications, qui fait que quand même les jeunes chercheurs sont de moins en moins incités à prendre non seulement incités, enfin ils sont découragés de prendre des risques, de se mettre dans des filières qui ne soient pas les bonnes, et donc ils ont des calculs qui sont beaucoup plus stratégiques dans leur gestion de carrière qu'on ne l'était nous à leur âge, et ça c'est très très embêtant parce qu'il faut un peu de naïveté pour faire vraiment de la science, que ce soit dans les sciences humaines ou dans et dès qu'on est trop stratégique, on étouffe sa propre créativité. Il y a évidemment les grandes machines de financement sur projet. Je vais peut-être être un peu politiquement incorrect, mais je vois ce qui se passe aujourd'hui autour du grand emprunt en France, qui est aussi fondamentalement positif. Je pense qu'on ne va pas se plaindre du fait que l'État français ait compris qu'il fallait investir dans la recherche, dans la science, dans la technologie, etc.
Mais quand on demande à des équipes de répondre en quelques mois en leur disant faites gros et cohérent, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Évidemment, c'est forcément du re-engineering de choses existantes, une prime très importante donnée aux grosses structures, etc. Alors, pour moi, ce n'est pas négatif dans la mesure où ça produit des effets de restructuration qui peuvent être extrêmement positifs. Mais il ne faut pas vouloir faire dans la même politique la restructuration et l'innovation proprement dite. Il faudrait... Alors, si j'applique ça au cas de Saclay, que je connais un peu, on voit bien que forcément 80% des efforts qui sont faits, ça va être de la restructuration de choses existantes, parfois un peu cosmétiques, parfois plus profond. Et c'est bien. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit 100%. Et donc, je pense que ce n'est pas par les mêmes procédures qu'on peut créer des choses nouvelles. Donc il faudrait que dans ces grandes machines qui sont maintenant en place un peu partout dans le monde, on garde 5 à 10% pour des choses vraiment nouvelles. Pour des choses vraiment nouvelles. Et donc, comme l'image qui était projetée tout à l'heure le montrait magnifiquement, les choses vraiment nouvelles, on ne peut pas les évaluer puisqu'on ne les a pas encore expérimentées. Voilà. Donc il faut prendre là vraiment des risques. Alors, on ne peut pas se permettre de gaspiller de l'argent sur des grandes masses, mais il faudrait être capable de prendre vraiment des risques élevés, très élevés, comme le font les venture capitalistes d'ailleurs, sur des petites choses. Voilà. Et puis j'étais très très frappé, moi, ce matin, par les chiffres que vous nous avez donnés, M. Kowalski, là, sur la redondance. On a quand même le sentiment que toute cette machine scientifico-innovatrice mondiale a des rendements extrêmement décroissants. Mr. Pallis. Well, they sound a bit poetic, but what I believe is freedom, passion, and magic ambience, the stimulating discovery, and finally, recognition of the great talents that will lead the way. Eh bien, voilà une excellente synthèse et une excellente conclusion. Écoutez, d'abord, je conclus cette table ronde avant de laisser la parole à Gérard Fussman pour vous remercier, pour dire que je pense que vos observations sont particulièrement utiles dans un contexte français qui est effectivement très, très particulier, où il faut bien reconnaître que concernant notamment le système éducatif, l'égalitarisme de principe a produit un système remarquablement inéquitable. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. Donc, je pense que nous devons absolument réfléchir avec ce deuxième enjeu colossal qui est un enjeu de décentralisation. Tout ça dans un contexte de mondialisation qui a été longuement évoqué, cette bascule de l'Occident vers l'Orient. Et puis il y aura d'autres bascules vers l'Amérique du Sud et puis enfin vers l'Afrique, puisqu'on nous dit qu'en 2050, l'Afrique sera nettement plus peuplée que la Chine et que l'Inde, avec 2 milliards d'habitants. Donc nous ne sommes pas près d'avoir vu la fin des changements planétaires. Donc merci infiniment. Et maintenant, Gérard, si tu veux bien conclure. Mesdames et messieurs, ce colloque qui a duré 2 jours n'est pas le colloque de Gérard Fussman, vous en doutez bien, c'est le colloque de l'ensemble du Collège de France. Il a été bâti par un certain nombre de collègues, mais aidé et approuvé par l'ensemble des professeurs. Et à ce titre, j'aurais été heureux que notre administrateur ici présent fasse la conclusion que je vais faire. Il a préféré me la laisser, c'est un redoutable honneur. D'abord, je voudrais remercier tous mes collègues français et étrangers qui ont bien voulu participer à ces 2 journées et nous donner des exposés qui ont tous été de très grande qualité et qui ont réussi à résumer en 20-25 minutes l'expérience de 30, 40 ans, 50 ans de carrière. Le trésor d'expérience qui vous a été exposé, moi, personnellement, m'a ébloui. J'espère qu'il vous a ébloui aussi.
Je voudrais aussi remercier des personnes très discrètes mais très efficaces, très discrètes au point que je n'en vois aucune ici. C'est tout le personnel administratif et technique du collège qui s'est mobilisé, que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas senti, mais sans lequel ce colloque n'aurait pas pu se tenir. Et c'est un personnel qui fait ce travail à longueur d'année pour les cours que nous donnons. Et puis, je voudrais remercier le public. Cet après-midi un peu clairsemé, mais les autres jours beaucoup moins, qui est venu malgré les grèves et malgré surtout les menaces de ne pas pouvoir repartir le soir à cause de ces grèves. Je vous en remercie très sincèrement. Je dois dire que la semaine passée, lorsque les grèves ont été annoncées, nous nous demandions comment ce colloque allait se passer. Je trouve qu'il ne s'est pas trop mal passé. Vous avez vu quels sont les bouleversements de la recherche dans tous les domaines depuis une dizaine d'années et les défis auxquels les chercheurs font face, non seulement dans la recherche de moyens, mais également dans l'utilisation des moyens qui leur sont donnés. De ce point de vue-là, moi, je n'ai aucune inquiétude. Je pense que les bons chercheurs, il y en aura toujours, des gens qui, à 20 ans, auront l'enthousiasme que Joliot, à 73 ans, ou Prochiantz un peu moins, vous ont montré. Des gens qui croient en leur métier, qui veulent trouver la vérité, et qui veulent trouver la vérité comme une des citations qui vous ont été données, celle de Poincaré, par exemple, pour le bien-être de l'humanité, pour la rendre meilleure, et avec les menaces qui pèsent sur celle-ci en ce moment, éventuellement pour trouver les moyens de la sauver. De ce point de vue-là, je n'ai aucune inquiétude. Nous aurons des successeurs. Mais le problème va se poser pour les décideurs, c'est-à-dire en France pour l'État, qui se trouvent déjà devant de très très grands défis, qui est celui d'alimenter une recherche qui coûte et un enseignement supérieur qui coûte de plus en plus cher, et pour cela de décider si ça vaut la peine de continuer, de décider éventuellement s'il faut privilégier un domaine plutôt qu'un autre, de décider également comment on répartit le poids des impôts pour financer cette recherche, et éventuellement de se demander si l'indépendance nationale en matière de recherche est encore possible. C'est un défi essentiel, et comme nous sommes dans un État démocratique, c'est aussi un défi essentiel pour la population, pour les électeurs. Ce sont eux qui paieront les impôts, ce sont eux qui paieront la recherche. J'espère que ce sont eux qui en retireront des bénéfices matériels, même si la recherche fondamentale et la recherche appliquée ne sont pas toujours la même chose. Et c'est pour cela que l'information du public est quelque chose d'absolument capital. Alors, le Collège de France fait ce qu'il peut dans ce domaine. Nous bénéficions depuis 10 ans de superbes locaux. Notre administrateur en particulier a lancé une politique vigoureuse de diffusion par Internet et par tous les moyens possibles en direction du public français et en direction du public international pour expliquer ce qu'est la science. Ceux qui ont resté ici pendant 2 jours ont vu la différence qu'il y a la science telle qu'elle est pratiquée par les chercheurs et telle qu'ils la voient dans l'avenir, et celle qui vous est présentée dans les revues quand elles veulent bien parler de la science, ou dans les médias télévisuels quand ils veulent bien parler de la science. Ce sont 2 mondes différents. Et c'est pour cela que si j'ai un regret, c'est que pendant ces 2 jours, cette salle n'ait pas été peuplée d'un certain nombre de hauts fonctionnaires du ministère de la Recherche, du ministère de l'Enseignement supérieur, ou de députés chargés de la recherche ou de la commission de la recherche. Peut-être
aurait-il appris ce qu'est véritablement la recherche? Vous l'avez appris, nous essayons de la pratiquer et nous continuerons à le faire tant que nous en aurons la force. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.